Bonsoir à tous. Avant d'attaquer l'ordre du conseil municipal et de faire l'appel, je vous propose juste de faire un point sur l'actualité et donc le centre de vaccination que vous avez vu certainement à l'entrée de la salle Osco Manosco. Vous dire que depuis 2 semaines, grâce au travail formidable des infirmières libérales, des médecins libéraux et de certains retraités, grâce aussi à l'appui logistique de l'hôpital de Manosque et du directeur Franck Pouilly, et à la coordination de notre premier adjoint, M. Demoulin, le centre municipal de vaccins qui accueille donc tout le territoire vaccine environ 450 personnes semaine, ce qui en fait le centre dans les Alpes-de-Haute-Provence le plus important. Néanmoins, vous avez sans doute suivi l'actualité, il y a des mauvaises nouvelles, c'est que les doses n'arrivent pas ou n'arrivent pas assez vite et qu'il est fort probable, nous attendons la validation de la préfecture dans les prochaines heures, il est fort probable que nous devions baisser cette cadence et passer de 450 semaines, 450 personnes vaccinées semaine à plutôt près de 300, ce qui est assez regrettable puisque en l'espace de 4 jours ouvrés, nous avons pu installer ce centre de vaccination grâce à l'aide des personnes que j'ai précédemment citées. Donc voilà, c'est un état de fait et nous attendons les directives de l'ARS et de la préfecture concernant les doses de vaccins qui nous seront fournies au gré des semaines. S'il y a des questions, je peux y répondre. S'il y a des interrogations des membres de l'opposition, Madame Cauvin. Légan Cauvin, excusez-moi. À ce sujet, justement, quand on téléphone pour prendre rendez-vous, on nous dit que toutes les prises de rendez-vous sont bloquées. Parce qu'il n'est plus possible de prendre des rendez-vous parce que nous n'avons pas l'assurance d'avoir des vaccins et des doses de vaccins au-delà du 15 février. Donc on attend d'être certain d'avoir des doses pour pouvoir donner des rendez-vous supplémentaires, sachant qu'aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est fort probable qu'à partir de demain, nous devions annuler des prises de rendez-vous puisque nous n'avons pas les 450 doses semaine. Donc ce qui est assez regrettable. Monsieur Lehen. Justement, pour rebondir sur votre remarque, là, comment vous allez traiter justement le fait de devoir annuler, passer de 450 à 300, donc il va y avoir des choix à faire. Est-ce que vous avez donné une méthodologie en la matière? On annule prioritairement les personnes extérieures au département, puisqu'il y en a encore, et nous sélectionnons en fonction de l'âge prioritairement, donc les plus âgés de 80 ans sont prioritaires pour maintenir les résultats. Néanmoins, sur la communication et la technique, nous avons transmis les listes à l'ARS et à la préfecture, car j'ai demandé à ce que cela ne soit pas les agents de la municipalité qui assurent ce travail et les dysfonctionnements de l'État. C'est à l'État de se débrouiller et d'appeler. Donc la préfète a accepté cette condition, qui a été d'ailleurs une condition unanime de tous les maires des 7 centres, parce que il est hors de question que nos agents se prennent les remontrances pour quelque chose qu'ils ne sont pas pour grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Garnon. Oui, c'est toujours sur le même sujet. Monsieur Parra n'est pas là ce soir parce que dans son travail, ils viennent de découvrir de nouveaux clusters et donc il y a un peu d'affolement autour de ça. Donc là, on est dans des établissements collectifs, mais qui ne gèrent pas de personnes âgées. Donc, je n'ai aucune idée de la priorité de ce type d'établissement. Et s'il y a des clusters comme ça qui se développent, comme c'est, semble-t-il, le cas, est-ce que ça va impacter, c'est ça ma question, le centre de vaccination municipal, ou est-ce que c'est traité par ailleurs? Parce qu'en cas de pénurie, il faut bien gérer la pénurie de tous les côtés. Alors, deux réponses. Partout où il y aura des clusters, il y aura un dépistage systématique pour pas être neutre, puisque tout ce qui est positif n'est pas vacciné. Donc, il faut vraiment qu'on aille là-dessus. Et ensuite, les doses de vaccins sont imputées sur tout ce qui est vaccins médicaux ou personnes à sensibilité précise.
Donc ça sera sur cette dose-là, ça ne sera pas sur les doses qui nous sont attribuées. Maintenant, s'il y en avait beaucoup, il y aura toujours le problème de dire ils vont nous les piquer pour pouvoir travailler chez eux, ce qui serait logique puisqu'il y a des zones à risque plus que d'autres. Donc voilà la démarche aujourd'hui de la préfète. Pas d'autres interventions. Donc monsieur Bruno Vivien, l'appel s'il vous plaît. Merci monsieur le maire, bonjour à tous. Monsieur Camille Galtier. Monsieur Antique. Madame Benaïcha Lauvergeon. Madame Chojnaski. Monsieur Chuisano. Madame Coste-Lennon. Monsieur Crouy. Monsieur D'Angelo. Monsieur Demoulin. Madame Depton. Monsieur Derbès. Monsieur Elouadgiri. Madame Faure. Monsieur Garcia. Monsieur Garnon. Monsieur Girard. Monsieur Girard? Oui. Madame Guigon-Covin. Monsieur Onde. Monsieur Jaillet. Monsieur Huette donne pouvoir à Monsieur Elouadgiri. Madame Lafay-Angelvin. Absente. Monsieur Lehen. Madame Magnan. Monsieur Marangoni. Madame Nicolet. Madame Paolasso. Monsieur Parra donne pouvoir à Monsieur Garnon. Madame Pesson. Madame Pradalier. Madame Raoult-Guerfi qui donne pouvoir à Monsieur le maire. Madame Raoult. Madame Rodier. Madame Sardella. Monsieur Tissier donnera pouvoir à Monsieur Lehen et votre serviteur présent. Je vous remercie. Avant de passer aux informations au Conseil des décisions prises par délégation, comme vous l'avez remarqué, nous avons une nouvelle venue, Madame Nicolet, qui remplace Monsieur Raimondo, démissionnaire, et ce qui appellera d'ailleurs la première modification dans les délibérations. Est-ce que, concernant les informations des décisions prises par délégation au maire, est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je vous propose de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons donc à la première délibération, qui est la modification des membres des commissions thématiques liées à la démission de M. Raimondo et à son remplacement sur 2 candidatures, donc au niveau cœur de ville, requalification, animation, festivités, commerce, urbanisme et finances, Madame Sylvie Nicolet, et concernant la commission communale des impôts directs locaux, Madame Pradalier. Est-ce qu'il y a des remarques? J'imagine que non. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième délibération, modification du membre du Conseil des sages. Donc, Monsieur Parisot, qui avait été absent sur les premières réunions, a soumis sa démission. A été proposé le nom de Monsieur Risato par Monsieur Lehen. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Lauvergeon. Sur commission thématique, est-ce que l'on peut noter? Non, j'avais pas vu. Excusez-moi, Madame Lauvergeon. Notez que Madame Lauvergeon s'abstient sur la première délibération. Du coup, sur la deuxième, remplacement de Monsieur Parisot par Monsieur Risato. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Madame Lauvergeon. Pour tout le reste, c'est OK. Délibération numéro 3, modification de la délibération portant délégation du conseil municipal au maire. Donc cette délibération avait été enlevée au dernier conseil municipal pour un ajustement, notamment sur la demande de subvention auprès des autres collectivités ou auprès de l'État, pour que cela soit en continu au niveau des délégations au maire, ce qui nous permet, dans les cas par exemple, qui a été le cas au mois de décembre, pour obtenir des fonds de la région sur l'aide Covid, de permettre de passer sans passer par le conseil municipal et être beaucoup plus agile dans la prise de décision, bien évidemment ces décisions étant données au conseil municipal suivant, comme ça a été le cas aujourd'hui et comme ça a été le cas aux conseils municipaux
précédent. Est-ce qu'il y a des remarques ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Madame Lauvergeon. Qui s'abstient ? Madame Guigon-Covin et Monsieur Garnon et Monsieur Onde. Et donc du coup Monsieur Parra. Qui est pour ? On est d'accord. Donc délibération numéro 4. Et je crois que je dois passer la parole à Monsieur Antique. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération consiste à vous demander de voter l'ouverture de crédit budgétaire 2021 sur le budget principal qui n'a pas encore été voté, dans la limite du quart des sommes engagées dans le budget précédent, pour la nécessité de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2021. Donc il y a un certain nombre de dépenses que nous devons faire avant le vote de ce budget pour les engager, soit qu'elles ont été engagées, soit que nous les engageons, pour un total de 210 800 €. Et vous avez la liste des dépenses d'investissement que nous soumettons à votre scrutin. Y a-t-il des questions ? Madame Lauvergeon. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les travaux de régularisation de l'hôtel de ville, en quoi ça consiste, ainsi que la désignation du bâtiment centre ancien concerné par les travaux de démolition, s'il vous plaît? Alors ça, sur les travaux centre-ville et sur les travaux de régularisation, peut-être notre collègue aux travaux. Je crois que sur l'hôtel de ville, c'est de la sécurité, j'en suis pas sûr. Pour les travaux de démolition, ça concerne deux bâtiments qui sont sont pas concernés par le sinistre, par le péril plutôt. C'est pas loin de la ludothèque d'Herbès. C'est le bâtiment. Il y a deux bâtiments aussi, à le midi. bâtiment à midi, voilà. Donc il y a le troisième qui est concerné aussi, mais le problème c'est que voilà, il faut voir avec l'ABF est-ce qu'on a l'autorisation de le démolir ou pas. Donc il y a deux qui sont concernés. L'hôtel de ville, ça je laisse Pascal concernant la régularisation. Je crois que c'est des travaux de sécurité pour la mise aux normes de certaines choses dans la réhabilitation qui est en train d'être faite. Voilà. C'est le rez-de-chaussée. Voilà, c'est le rez-de-chaussée, nouveau bureau. Voilà. C'est le rez-de-chaussée, en dessous le cabinet du maire. Norme ERP. Il faut sécuriser il y a une entrée qui donne directement sur la rue Guillaume-Pierre qu'il faut sécuriser par un système de fermeture technique. Enfin voilà, donc il faut le faire rapidement pour qu'on puisse exploiter ces locaux de manière pérenne. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Il y a Monsieur Lehen. Ah pardon, excusez-moi. Oui, mais quand tu dis c'est 150 000 € aux travaux de démolition des bâtiments, effectivement, qui ont été acquis ces dernières années, ça correspond au quart. Ça sous-entend que le budget, si je suis ce que tu dis, le budget serait donc 4 fois supérieur à celui-là pour la démolition de ces bâtiments ou, comment on peut le comprendre ? Des bâtiments en plus qui n'étaient pas prévus au budget. Il y a l'immeuble à midi. Oui, ça, ok, oui. Ismaël. La question de Solène, c'est quoi ? Ma question, c'est, il y a 150 000 €. Ouais. Pascal a dit que c'était, on votait le quart. Effectivement, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Mais est-ce que ça sous-entend que l'enveloppe pourrait monter à 600 000 €? C'est ça que ça veut dire? Non. On est autorisé à voter des dépenses d'investissement dans le budget 2021 en avance du vote du budget
dans le quart des dépenses d'investissement qui avaient été votées dans le budget 2020. Ça n'a aucune incidence sur le... Donc c'est simplement... voilà, je me suis peut-être mal exprimé quand j'ai libellé la question. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'investissements qui ont été votés au budget 2020. Là, on demande de voter un certain nombre de dépenses qui seront inscrites dans le budget 2021, mais en avance, dans le quart de ce qui avait été engagé par le budget 2020. C'est simplement cette question-là. Si je me suis mal exprimé, je vous prie de m'en excuser. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des contre, des voix... Alors, contre Madame Lauvergeon, des abstentions, Madame Cauvin, et pour le reste, vote favorable. Je vous remercie. Madame Jocelyne Coste-Lennon, délibération numéro 5. Alors, collaborateurs bénévoles. Des personnes issues de la société civile peuvent apporter leur concours et leur expertise sur différents domaines à la collectivité territoriale, avec un statut de collaborateur occasionnel du service public. Cette collaboration étant temporaire et gratuite, on vous propose donc de décider la création de 2 postes de collaborateurs occasionnels pour la gestion de la crise actuelle, justement au centre de vaccination, en renfort téléphonique et physique. Et donc autoriser Monsieur le maire à signer cette convention qui est jointe à la délibération. Oui, Monsieur Garnon. Ma question est simple. Est-ce que les personnes considérées sont déjà connues? J'imagine que oui. Et surtout, quelles sont leurs qualifications par rapport au sujet évoqué? Alors, je pense que Monsieur Demoulin va vous répondre précisément là-dessus. Alors oui, sur les appels téléphoniques, on a une personne qui est infirmière et qui a ce côté social et tout. Et sur l'autre, c'est quelqu'un qui nous sert. On a une difficulté d'avoir du personnel de la mairie pour aller chercher les vaccins à certaines heures à l'hôpital. Donc on a une personne bénévole qu'on veut assurer de pouvoir transporter dans le cadre de son travail bénévole. Voilà, c'est tout. Oui, Mme Lauvergeon. C'est pour la création de 5 postes ou de 2 postes? Non, de 2. Parce que c'est mentionné 5 postes. Oui, oui, non, mais il y a une coquille. D'accord, voilà, c'est juste... c'est pour 2 postes. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Délibération suivante. Suite aux arbitrages budgétaires, le recrutement d'agents contractuels est autorisé pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Les postes proposés sont les suivants. Sur l'école de la Ponsonne, une ATSEM à temps complet en renfort sur 7 mois, à compter du 1er janvier 2021. Ensuite, 3 postes d'adjoint d'animation pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap dans les crèches et au centre de loisirs. 3 postes de 10 heures sur 12 mois et un autre poste qui passe de 10 heures à 28 heures sur 12 mois, donc avec un accroissement d'activité. Ce sont régulièrement les mêmes animateurs que l'on prend pour ne pas perturber les enfants. Voilà. Donc en début d'année, on doit redéfinir les besoins en personnel temporaire. Oui, Monsieur Garnon. Ma question est en fait ça porte sur ce type de poste, mais sur l'anticipation de ce qu'on évoque en ce moment, qui est l'allongement des vacances de février, ce qui conduirait évidemment au report sur les communes de la charge correspondante d'accueil des enfants, surtout que si c'est mis aux vacances de février, cette partie-là, c'est dans l'idée explicite de ne pas
perturber l'économie, on va dire ça comme ça. Garder les gens au travail, mais tout en gardant les enfants. Alors, comme il s'agit du même type de poste, globalement, je voulais savoir si cette pour l'instant, éventuelle surcharge est déjà prévue dans l'ensemble du personnel nécessaire, ou c'est encore quelque chose à venir. Parce que si c'est aux vacances de février, le prochain conseil municipal aura lieu après, ce qui risque de poser quelques problèmes. On a anticipé sur le principe que toutes les activités qui sont liées au sport et tout, qui sont de l'encadrement sport, vont être détachées sur les centres de l'enfance, justement, pour combler, puisque le sport est arrêté et que tu utilisais des personnes qui connaissent ce problème d'enfant. Moi, j'aurais voulu savoir ce que vous voulez dire par renfort à propos de l'ATSEM de l'école de la Ponsonne. Bien, c'est une ATSEM de plus, parce que c'est une classe d'enfants qui ont certaines difficultés. Donc, on a estimé qu'une ATSEM en renfort, c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'à l'école de la Ponsonne, il me semble qu'il y a 5 classes maternelles, et donc 5 ATSEM, je suppose, à temps titulaire. Donc, c'est encore une ATSEM. Non, je crois qu'il n'y en avait que 4. Ah. C'est les classes papillons. Voilà, c'est ça. Madame Rodier. D'accord, très bien, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours suite aux arbitrages budgétaires, il a été décidé de modifier la temporalité de certains saisonniers. Pour la saison, sont donc proposés sur les vanades les postes suivants. Un responsable du poste de secours à temps complet du 28 juin au 31 août 2021. C'est identique à 2020. 2 surveillants de baignade qui viennent en renfort du personnel de la piscine qui est affecté sur le plan d'eau durant l'été. Identique donc à 2020. Un adjoint administratif à temps complet, c'est un agent d'accueil, identique à 2020. Un adjoint d'animation à temps complet, adjoint au responsable de voile au plan d'eau des vanades, c'est identique à 2020. Et 2 adjoints d'animation à temps complet aussi, c'est aussi identique, ce sont des assistants de voile au plan d'eau, identique à 2020. Et sur le centre technique municipal, également en renfort, poste d'adjoint technique sur l'équivalent de 4 mois en VRD ingénierie, c'est identique à 2020. Adjoint technique pour l'équivalent de 12 mois aux espaces verts. Donc là, c'est une réduction de 4 mois par rapport à 2020. Adjointe technique pour l'équivalent de 12 mois à la propreté urbaine, réduction de 2 mois par rapport à 2020. Et adjointe technique pour l'équivalent de 6 mois au patrimoine bâti. Là, par contre, c'est une augmentation de 2 mois par rapport à 2020. On vous demande donc d'autoriser le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, et de créer les postes suivants, et d'autoriser le maire à signer tous les actes afférents à ce dossier, d'inscrire les crédits au budget. Merci. Des questions? Je ne vois rien du tout. Madame Pradalier. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous, tout d'abord. Je suis assez surprise de la diminution concernant les postes d'adjoint technique aux espaces verts ainsi que de la propreté urbaine. Je sais que c'est un des services qui sont particulièrement en souffrance. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte actuellement dans le centre-ville sur l'état de propreté du centre-ville. Donc c'est pour ça que je suis assez surprise que vous reniez un petit peu sur ces 2 postes-là. Et j'aurais été plutôt agréablement surprise que vous confortiez, voire améliorez une présence supplémentaire sur le centre-ville pour les espaces verts et la propreté. En fait, c'est quasiment une reconduction à l'identique. Il n'y a que 4 mois de moins sur les adjoints techniques. Pour le reste, c'est à l'identique.
Oui, mais justement. Sur l'été, vous parlez, Madame Pradalier ? Oui, tout à fait. Oui, donc après on fait un choix assumé qui est d'augmenter le patrimoine bâti concernant les animations en cœur de ville, tout simplement parce que c'est ce pôle-là qui s'occupe de la gestion technique de ces animations-là. Et quand on a la volonté de faire 4 journées d'animation continue, il faut bien trouver des économies autre part. On le fait sur ce volet-là. Et Madame Magnan a la responsabilité au niveau de ses services de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de restrictions médicales, un peu moins d'absentéisme pour parfaire l'organisation sur le centre-ville. Compliqué, mais à un moment, le camembert est toujours le même, il faut juste l'organiser autrement. C'est une volonté affichée et assumée de notre part de mettre plus d'animation en ville que ce que notre ville en a connu ces dernières années. J'espère avoir répondu à votre interrogation. Je peux me permettre juste une autre question ? Écoutez, j'ai bien entendu votre réponse, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, vous êtes bien conscient que c'est des services qui sont en souffrance. Alors c'est vrai que les restrictions sur le personnel par rapport à des problèmes de santé, on peut l'entendre, mais ça aujourd'hui, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Nous, avec l'œil extérieur, on ne peut que constater qu'une présence supplémentaire sur le terrain serait judicieuse. Madame Magnan, sur la question de la... c'est quoi le mot détresse des agents. Non, déjà, je voudrais rebondir sur quelque chose où tu as commencé ta conversation en disant que le centre sien était délaissé, sale, c'est ça. Je voudrais quand même dire ici, même s'il y aura une communication la semaine prochaine, effectivement, les agents sont très occupés cette semaine. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Toute la ville a été taguée. Toute la ville. Donc effectivement, on est bien d'accord, quand des agents travaillent sur un problème, ils ne sont pas ailleurs, ça on est bien d'accord. Les agents sont en souffrance pour les avoir reçus et en communiquant très fortement avec eux. Non, en fait, en tout cas, on n'a absolument pas ce retour. Et comme l'a dit Monsieur le maire, effectivement, il y a une réorganisation plus pertinente, des redéploiements de zones, à travailler différemment, à mettre des machines là où il n'y en avait pas, enfin, etc. Et c'est vraiment une réorganisation qu'on est en train de faire. Et je peux vous assurer que même avec les agents temporaires de l'été qui seront en moins, vous ne verrez pas la différence. Tu reconnais quand même qu'aujourd'hui, la propreté n'est pas optimale en centre-ville. Ben, c'est bizarre, parce que ce n'est absolument pas le retour que l'on en a. Donc je suis surprise par ta remarque. Il y a peut-être une différence de ce qui était fait avant, mais là c'est toute la problématique de la cohabitation avec les habitants du centre ancien. C'est qu'effectivement on a décalé ou on fait moins de passages de laveuse à 6h du matin parce que ça réveille tout le monde. C'est la seule différence que l'on peut noter dans le centre ancien. Mais je n'ai pas du tout ce retour, ni par les commerçants et ni par les habitants du centre ancien. De toute façon, je ne souhaite pas polémiquer, c'est pas la peine. Ma remarque est juste sur le fait que je suis dans le centre ancien tous les jours et je vois comment il est, c'est tout. Voilà, on n'a peut-être pas les mêmes yeux, voilà. Ce qui est bien, Madame Pradalier, c'est que vous voyez aujourd'hui ce que vous ne voyiez pas avant, ce qui est assez cocasse. Madame Coste, je vous propose de passer au vote. Oui, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Pradalier et Madame Nicolet, c'est ça? Ah, Monsieur Lehel, je ne vous avais pas vu. Merci. Délibération suivante. Ah, c'est pas celle-là. Elle concerne le recrutement des agents contractuels de remplacement. En fait, le contexte de cette délibération, c'est une délibération annuelle de principe qui permet le recrutement d'agents contractuels en remplacement suite à la maladie, la maternité, les congés, les dispos, enfin tout ça, les actions de travail. Donc, les besoins de service nécessitent souvent un remplacement temporaire rapide des agents qui sont indisponibles. Notamment dans les écoles, on essaie de faire du systématique pour permettre un encadrement obligatoire. Voilà. Donc on essaie d'agir dans les 24 heures
Mais en général, le délai moyen, c'est d'1 semaine. On vous demande donc d'autoriser le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées et de prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget 2021. Oui, Madame Lauvergeon. C'est très bien d'avoir une intention de principe avec un remplacement automatique des personnels absents. Je voulais vous poser comme question, est-ce que vous... donc c'est du principe, mais dans les faits et dans les actes, vous mentionnez notamment pour congé maladie. Est-ce que vous allez remplacer l'ensemble des congés maladie par des contractuels? Est-ce que vous vous engagez sur le principe à le faire ou pas? Alors très souvent, les services se réorganisent et nous, on fait dans la limite du budget. Cette limite, chez nous, elle est budgétaire. Justement, par rapport à l'enveloppe que vous nous demandez de créer le principe d'une enveloppe dans le budget, je suppose que quand on étudiera le budget, probablement en avril, donc on aura un montant déterminé. Est-ce que vous avez à l'avance idée de ce montant? Peut-être que M. Antic a une idée de l'enveloppe. Le budget du personnel a été passé sur les postes. Le budget va rester le même, puisque la plupart des postes, ce sont des agents titulaires. Donc le budget sur le personnel ne va pas, j'allais dire, être amendé. En tout cas, s'il est amendé, il sera à la marge. Concernant les congés annuels et les remplacements, il appartiendra au service de la DRH de décider en fonction du budget qui sera voté, mais il n'y a pas d'enveloppe particulière pour ça. Donc de se réorganiser en interne en fonction du budget qui sera voté. Nous allons, pour ne rien vous cacher, encore une fois, revoir la DRH, je crois, au début février, pour mettre un point définitif au budget DRH. Voilà. Mais il n'y a pas d'enveloppe particulière dans le budget. Il n'en a jamais eu d'ailleurs, il n'y a aucune raison qu'il y en ait pour les remplacements de congés, maternité, etc. C'est en fonction du budget qui sera voté pour le service DRH. Alors là, je ne comprends plus, parce que vous nous demandez de prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget 2021. Je ne suis pas contre le principe. Sera dans l'enveloppe, ça sera dans le budget, ça sera dans le cadre du budget alloué au budget du personnel. Cette enveloppe sera dans le budget du personnel. Puis ça ne sera pas une enveloppe autonome, ce que je veux dire. Voilà. D'accord. Oui, donc en fait, ce sera, vous englobez dans vos dépenses de fonctionnement, prévoyez de la DRH, de charge, précisément, oui, de la DRH. Oui, d'accord. Bon, c'était pas très clair du coup. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Ah, je ne vois pas. Oui. Gérard. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Gérard. Délibération suivante. C'est la création d'un emploi permanent de fontainier. Le 1er avril, c'est pas un poisson, hein, il y a le départ en retraite d'un agent de maîtrise à la voirie et un chauffeur poids lourd. Le service VRD voirie est donc en cours de réorganisation et va garder un effectif constant après avis favorable du comité technique. On vous propose donc la création d'un poste d'agent d'exploitation à la voirie, fontaine, à temps complet, qui sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, c'est-à-dire au niveau d'adjoint technique.
Et on vous demande donc de créer les modalités exposées au poste d'agent d'exploitation et de modifier le tableau des emplois et d'inscrire les crédits au budget. Monsieur Garnon? Oui, ça va coûter moins cher. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas très bien compris votre explication. Il y a deux agents, un ou deux agents qui partent en retraite? Il y en a un qui s'en va. Bon, d'accord, il y a Voilà. deux agents qui partent. Non, il y en a un qui s'en va. Il y en a un qui part, et vous nous avez dit, il y en a un qui part en retraite? Non, un part en retraite. C'est un agent de maîtrise qui s'en va en retraite. Bien. Donc le service se réorganise et on va proposer la création d'un poste d'agent d'exploitation fontainier à temps complet qui sera, lui, pourvu par un fonctionnaire de catégorie C. C'est-à-dire qu'il y aura moins de dépenses puisque le premier était un agent de maîtrise et ça sera un adjoint technique. Je vous remercie, mais ce n'était pas ma question. Ma question était de savoir comment étaient gérées les tâches de fontainier jusqu'ici. Et donc, si elles doivent l'être par quelqu'un d'autre demain spécialisé, je comprends la réorganisation, mais là, c'est pas clair. Parce que eh bien, il n'y aura plus de recrutement extérieur pour l'entretien des fontaines. C'était Patrick, c'était soit pas fait, soit fait à travers des appels en marché public. Donc là, on décide de prendre quelqu'un spécifique aux fontaines parce qu'on a eu quand même pas mal de remontrances cet été. Donc on réorganise pour ne pas non plus qu'il y ait un coût pour la collectivité. Il y a même un gain puisque l'agent de maîtrise était a priori mieux rémunéré que le fontainier qui va arriver dans les rangs de la municipalité. Madame Lauvergeon? Oui, vous mentionnez dans la question que la réorganisation du service VRD a reçu, vous dites, a reçu un avis favorable du comité technique. Oui. Je voulais juste savoir s'il était possible de recevoir ces comptes rendus des comités techniques, puisque jusqu'en mars, nous les recevions par mail, nous en étions destinataires, puis plus rien. Donc voilà, c'est ma simple question. Est-ce qu'on pourrait de nouveau les recevoir régulièrement ? Sans aucun problème, Madame Lauvergeon. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Girard. Délibération suivante. Suite à la mutation d'un agent ville qui avait le niveau de technicien principal catégorie B vers la DLVA, le service VRD est en réorganisation, ce qui permet en mobilité interne le redéploiement d'un agent du service, mais il faut transformer son poste. Les grades n'étant pas les mêmes, on doit créer un poste sur le niveau inférieur. Donc on vous demande de bien vouloir créer les modalités exposées au poste de chef d'équipe et de modifier le tableau des emplois et d'inscrire les crédits au budget. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Girard. Délibération suivante. Au 1er janvier 2021, on a eu le départ en retraite d'un agent de maîtrise au bureau d'études. C'est un poste très spécifique et très technique. Celui de dessinateur-projeteur, il n'y en a qu'un. Donc il est nécessaire de le remplacer en créant un poste de dessinateur-projeteur à temps complet qui sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C du cadre d'emploi des adjoints techniques. C'est un peu, on est dans le même cas de figure que la délibération d'avant, c'est-à-dire que la personne qui est partie à la retraite avait un grade supérieur à la personne qui va rentrer. Donc,
Effectivement, on se pose la question sur chaque emploi, mais quand on doit remplacer, mais là, c'est un poste unique et qui est très technique. Donc, on va recruter. On vous demande donc de créer les modalités exposées, un poste de dessinateur-projeteur, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire les crédits au budget. Oui, donc si je comprends bien, il y a création d'un poste d'agent de catégorie C, c'est bien ça, et suppression, donc correspondante, d'un agent de catégorie, je ne sais pas ce qu'il était, B ou A, qui est parti en retraite. Oui, c'était un agent de maîtrise. Non, parce que vous nous dites qu'il y a la création d'un poste, très bien, mais vous ne dites pas qu'il y aura suppression du poste supprimé. Ça sera automatique. C'est bien de le dire en même temps, c'est voilà. clair. Madame Lauvergeon. Oui, vous nous précisiez dans vos explications que donc le remplacement se ferait par un personnel de grade inférieur. Donc on parle de grade, hein, on ne parle pas d'ancienneté, puisque c'est un départ à la retraite, un agent qui est là en place depuis longtemps. Donc en fait, si je comprends bien, ce que vous essayez de nous dire, c'est simplement que du coup, sa rémunération impactera moins le budget. C'est ce que vous essayez de nous dire. Simplement, j'ai du mal à concevoir qu'un poste si spécifique de dessinateur-projeteur puisse être comblé par un emploi d'un agent de catégorie C. Voilà, simplement, c'est bien si au niveau des budgets ça impacte moins, mais je trouve que c'est pas du tout compatible avec le poste de recruter quelqu'un de catégorie C, quoi. Madame Lauvergeon, on va faire confiance aux techniciens, aux chefs de service qui estiment qu'une catégorie C devrait faire l'affaire, sachant que néanmoins, il y a une donnée, c'est la règle de la fonction publique. Un agent qui commence à 25 ans, catégorie C, a de fortes chances, et c'est souhaitable d'ailleurs, qu'il puisse monter les échelons, les grades, puisse passer des formations pour devenir agent de maîtrise. Je pense, on pourra éventuellement vous fournir la fiche si vous le souhaitez, que le départ en retraite de l'agent de maîtrise, je pense qu'il n'était pas agent de maîtrise quand il est rentré dans la collectivité. Je pense que c'est aussi l'évolution d'une carrière qu'une personne qui commence à un point C puisse passer à un point B, sans jeu de mots avec catégorie C et catégorie B. J'espère avoir là aussi répondu à votre interrogation. Vous n'êtes pas convaincu, mais bon, j'ai essayé d'être le plus convaincant possible. Avec le sourire derrière le masque aussi, parce qu'il faut garder le sourire dans ces moments de trouble. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 12, monsieur El-Ouaddiri. La délibération numéro 12 concerne l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section D numéro 2005 pour propriété de GRT Gaz dans le cadre de la réalisation de l'itinéraire cyclable. En fait, la piste cyclable est déjà réalisée, donc ça concerne que la régularisation de cette parcelle, de l'acquisition de la parcelle. Oui, monsieur Garnon. Alors, il se trouve qu'en étant très ancien, j'ai eu à gérer les acquisitions de parcelles concernant les conduites de gaz sur la commune de Manosque. Et en général, ces acquisitions sont liées à des servitudes relativement strictes de sécurité. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était sur cette parcelle. J'ai bien compris, une piste cyclable, c'est du revêtement, donc ça ne touche pas le sous-sol. Mais ceci dit, quand on acquiert la pleine propriété, on est aussi responsable du sous-sol. Et c'est là-dessus que porte ma question. Mais, visiblement, sur cette parcelle, il n'y a pas de conduite qui passe en sous-sol. C'est pour ça que c'est passé à une acquisition et pas une constitution de servitude. Alors, je vais être encore plus embêtant, mais ce n'est pas seulement les conduites qui font l'objet de sécurité. C'est une distance dont j'ai oublié la quantité exacte autour de ces tuyaux, on va dire. Oui. Et des distances assez importantes, notamment en pleine endurance,
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Si GRT Gaz il accepte de céder la parcelle, c'est parce qu'il n'y a pas de danger et la parcelle ne rentre pas dans ces conditions-là. Ok, alors, ma question est précise, hein, il n'y aura pas de servitude particulière, parce que c'est ça mon inquiétude. C'est une acquisition. On peut faire une acquisition avec des servitudes, hein, ça n'a rien à voir. C'est bien pour ça que je pose la question. Ce n'est pas une constitution de servitude. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la délibération numéro 13, informé que M. Derbès ne prendra pas part au vote du fait de la présence du canal de la Brianne. Je vous remercie, Monsieur le maire, j'allais vous le demander. Bon, la délibération numéro 13, c'est la constitution de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section D, numéro 2922 et 2215. C'est la propriété de la société anonyme Canal de la Brianne, dans le cadre de la réalisation de l'itinéraire cyclable. Donc là, c'est une régularisation de la constitution de servitude parce que la piste elle est déjà réalisée. Est-ce qu'il y a des interrogations à ce sujet? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 14. C'est la constitution d'une servitude pour la pose d'un poteau incendie sur la parcelle C numéro 635 situé chemin Saint-Rostagne. Ça rentre dans le cadre de renforcer la défense incendie dans ce quartier-là, qui est un quartier résidentiel. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 15. C'est la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la ville et la DLVA. C'est une convention classique concernant, étant que les travaux concernés, il y a les deux compétences, la compétence de la ville et la compétence de la DLVA, et la maîtrise d'œuvre sera gérée par la ville. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 16. C'est les prescriptions d'une modification simplifiée du plan local d'urbanisme et définition des modalités de mise à disposition du public du projet de la modification. C'est une modification qui intervient pour remédier à une fragilité juridique qui pourront bloquer en fait la délivraison des permis de construire dans les zones. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lehen. Oui, j'ai bien compris qu'effectivement, il y avait éventuellement une fragilité juridique. J'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant, mais enfin, très bien. Est-ce que ça concerne un cas précis? Qu'est-ce qui a déclenché aujourd'hui le fait que ça apparaisse maintenant? Est-ce que ça, parce qu'il y a un cas précis qui doit être traité, ou est-ce que, voilà, ça ne concerne pas seulement un cas précis, parce que la problématique, on va dire, dans les zones, on a des parcelles qui sont très petites, et ça concerne à chaque fois l'activité commerciale. Donc les terrains ils sont occupés en grande partie par le stationnement. Il y a une partie de l'espace vert qu'il faut garder, et du coup les bâtiments ils sont au moins implantés sur une limite d'un côté.
Et quand on parle quand on est implanté sur la limite, il y a un terme qui fausse, on va dire, l'implantation, c'est mitoyen. Je peux pas venir, on ne peut pas imposer aux entreprises de s'implanter avec un mur mitoyen, donc c'est-à-dire implanter leur bâtiment en partie chez le voisin. Non, mais ça j'ai bien compris, c'est logique d'ailleurs, mais ma question était, est-ce que ça a bloqué jusqu'à maintenant un certain nombre de permis Ça n'a pas bloqué jusqu'à maintenant, mais si on passe dans la zone Saint-Joseph, surtout dans la zone Saint-Joseph, on va relever une trentaine de cas comme ça, sur lesquels on est fragile et on peut être attaqué. Et à chaque fois qu'on est attaqué, la mairie, la commune, elle sera condamnée à payer les frais de justice. D'accord, non mais c'est plus clair. C'est sur la zone Saint-Joseph essentiellement que c'est un sujet. D'accord, oui, parce que sur la zone Saint-Maurice, on a des grands terrains, on n'est pas implanté sur la limite. On est concerné aussi dans la zone Saint-Maurice et là où il y a l'hôtel Ibis, mais on n'est pas implanté sur la limite de la construction. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Gérard. Oui, je suis d'accord avec vous, mais la question de mitoyenneté c'est normal qu'on la trouve dans le centre-ville, mais pas dans les zones. C'est peut-être pour ça qu'on trouve la photo de centre-ville plutôt que celle des zones. Mais c'est dans les zones commerciales surtout, et dans les zones de PLU U4. C'est dans les zones U4. Et les zones U4, c'est Saint-Maurice, Saint-Joseph et la sortie de l'autoroute. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Oui, Madame Levergeon. Je serais intéressée de savoir si vous avez en ce moment des demandes, justement, d'urbanisme sur cette zone. On en a plein. C'est vrai? Oui. C'est une bonne nouvelle. On a plein et on en a refusé certains parce qu'on ne veut pas tomber dans... maintenant qu'on est... Ah, donc il y avait bien eu des cas précis de refus on a pris conscience qu'il y a un problème, donc on en a refusé des permis et qu'on les a envoyés à refaire ça. Et il faut le changer pour leur permettre de déposer le permis. Donc vous ne pouvez plus rien annuler maintenant. Pour vous rassurer, Madame Levergeon, il y a eu un dépôt de permis et je vais trahir les secrets de l'instruction d'urbanisme sur le restaurant Paulette et ce projet va être refusé parce que ça ne correspond pas à nos attentes en termes d'activité commerciale qui serait en concurrence avec le centre-ville. Donc je vous rassure aussi, on va continuer notre ligne de conduite, c'est-à-dire préserver le commerce de proximité en centre-ville. Néanmoins, il y a une question aussi juridique. On va arrêter de se payer des frais d'avocat et de justice juste parce que notre PLU n'est pas bon et vivement que notre PLU soit voté, un PLU qui date depuis 15 ans maintenant. Donc on aura aussi ce débat sur le prochain PLU que j'espère qu'on pourra faire dès cet été. Voilà. Vous avez une date à peu près d'aboutissement? Oui, a priori en mois de juin, on commencera un nouveau PADD et un vote, une validation a priori, si on tient les délais, au mois de janvier prochain pour une mise en fonction au mois de février 2022. Mais on reprend tout le PADD parce que dans le PADD précédent, qui a été arrêté en 2018 par la précédente majorité, il y avait 60 hectares au niveau de la ZAC Champrunier, ce qui est totalement inacceptable et peu raisonnable. Donc on va revenir dessus dans les prochaines semaine sur le PADD. Merci. D'autres interrogations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 17, je ne sais pas si... Délibération numéro 17, Monsieur D'Angelo, et je pense que Monsieur Derbez prendra aussi la parole pour le FISAC, puisque c'est à deux têtes, le FISAC. Bon, donc, délibération numéro 17. Cette délibération demande à l'Assemblée d'autoriser M. le maire à signer une convention entre l'État, la DLVA,
et la ville de Manosque, concernant le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, FISAC. Oui. Oui, Michel. Donc, on a une enveloppe qui est assez restreinte sur ce FISAC. Et je voulais savoir, en fait, bon, c'est vrai que ce FISAC va être sur l'agglomération et pas sur la ville de Manosque. L'enveloppe est sur l'agglomération. Donc, est-ce qu'on va être particulièrement attentif pour que les entreprises manosquines, comme les commerçants manosquins qui vont vouloir déposer leur dossier, le fassent assez vite parce que l'enveloppe étant si petite, alors est-ce que vous êtes bien conscient que d'aider peut-être sur le terrain encore plus les commerçants qui seront amenés à vouloir faire des dossiers assez vite? Voilà. Oui, on a fait le nécessaire pour avertir les commerçants concernés. Il y en a plein qui ont déjà envoyé des demandes d'aide. Enfin, de constitution de dossier, je suppose, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça y est, on envoie tout par mail. Oui, ben, il y a une communication faite par le service, ça j'ai vu. Oui, tout à fait. Mais ma question était de dire que l'enveloppe étant ce qu'elle est, on ne va pas revenir sur ce débat-là. Aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que, même si je suis tout à fait favorable à ce que ce soit ouvert à l'agglomération, mais qu'on n'oublie pas de bien préciser aux commerçants manosquins que s'ils ont à agir, ils ont à agir vite. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Autrement, on a déjà commencé. L'enveloppe sera très vite épuisée. Juste peut-être M. Derbès pour le volet. En tout cas, Mme Pradaillet, je suis heureux que vous fassiez un peu de patriotisme municipal et j'espère que vous serez à nos côtés au conseil d'agglomération pour défendre les intérêts des commerçants manosquins, notamment sur la taxe d'ordures ménagères et sur la volonté municipale de la majorité de Manosque pour que cela passe en redevance. Mais je fais partie de cette commission, donc j'espère que vous nous défendrez, parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste. Favorable pour Manosque, j'irai dans le sens de Manosque. Je l'espère. Monsieur Galtier, je sais mon ambition. Je m'en rappellerai et on s'en rappellera. Merci Madame Pradaillet. Monsieur Derbès. Oui, bien, en tant que vice-président DLVA à la politique du commerce, je tiens à préciser que l'enveloppe est supérieure à celle du FISAC 2015-2017, qui était de 136 000 euros, contre 150 000 à ce nouveau FISAC. Concernant l'attribution des dossiers, quand bien même les commerçants manosquins déposeraient leur dossier en premier, il y a une règle qui a été établie et validée par la conférence des maires et actée en conseil d'agglomération, qui précise que nous attribuerons les aides aux commerçants en fonction de la qualité de leur dossier. Donc que ce soit des manosquins, des oraisonnais, des valençolais ou des gens de Vinon, ce sera en fonction de la qualité des dossiers présentés. Je suis désolé, Monsieur Derbès, mais je ne peux pas laisser dire ce que vous avez dit. L'enveloppe n'était pas inférieure sur les dossiers d'investissement individuel de soutien aux entreprises sur le précédent FISAC. Alors là, je crois que révisez vos chiffres. Mais bon, peu importe, on ne va pas discuter. Je peux vous les donner. Oui, c'était 2 fois 96 000, si j'ai bonne mémoire, pour les aides aux entreprises. Mais peu importe, c'est pas ça le sujet. Moi, je crois que... Non, mais Monsieur Lehen, vous avez tendance sur les chiffres à toujours dire que ce n'est pas le problème pour dire le contraire. Je les ai en tête, c'est très simple. Il y avait une enveloppe dédiée aux collectivités qui est après appel d'offres, qui avait été déposée et qui était plus importante sur l'enveloppe FISAC 2015-2017, certes, mais c'est les appels d'offres qui ont été déposés sur ce FISAC et qui ont été validés ou invalidés en fonction de la qualité également de ces demandes. Donc moi, je ne fais que juger sur les aides directes aux entreprises, ce dont on est en train de discuter actuellement, et elles sont supérieures. Donc il n'y a pas à discuter là-dessus. On reprécisera au prochain conseil, et puis comme ça éclaircira les choses pour tout le monde. Ma remarque, c'était simplement ce qui avait été discuté. Alors j'ai bien entendu que vous en avez parlé en conférence des maires, c'est très bien. Il y avait eu une espèce de chiffres qui avaient étonné à titre indicatif. Est-ce qu'on ne peut pas l'écrire on ne peut pas l'écrire comme ça, mais dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a un objectif à ce que les entreprises de Manosque bénéficient, on va dire, de 50% de l'enveloppe ou de 60%, relativement, je dirais, à l'importance du commerce manosquin par rapport au commerce des autres communes. Alors, ce qui a
Ce qui a conduit à notre réflexion globale, c'était de dire on évite le saupoudrage des aides, on concentre sur des zones d'activité essentielles, centre-ville, que ce soit Manosque, Oraison, ou bien simplement Vinon ou Valençol. Ce qui est certain, c'est que moi j'appelle tous nos commerçants du centre-ville de Manosque à bien vouloir venir retirer le dossier de demande d'aide à partir du 1er février, et évidemment à bien travailler leur dossier afin qu'il soit le plus complet et le plus intéressant pour le comité de pilotage. Maintenant, il est clair qu'il n'a pas été décidé d'attribuer un quota aux commerçants manosquins. Ce n'est pas la volonté de la DLVA d'agir de cette manière-là. Oui, on passe au vote. Qui s'abstient? Contre? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 18, Monsieur Demoulin. Oui, aménagement de l'enceinte sportive de rugby au stade de rugby Jean Salobert, parc de la Rochette, la réalisation d'une tribune et de vestiaires. Considérant que l'ensemble des institutions comme la région, le département, l'Agence nationale du sport et la Fédération française de rugby sont nos partenaires, que les travaux pour la réalisation de la tribune et vestiaire du stade s'élèvent à un montant de 970 000 € hors taxes, il est demandé à l'Assemblée de solliciter les subventions nécessaires auprès des divers organismes, d'effectuer les démarches avec les dossiers et d'inscrire au budget 2021 les crédits correspondants. Et s'il y a des questions, je peux y répondre. Oui, Renaud. Oui, alors d'abord, je tiens à dire que je suis tout à fait favorable à la construction de ces tribunes et de ces vestiaires. Je trouve que c'est nécessaire, effectivement, pour le club de rugby de Manosque. En revanche, dans le dossier qui est joint, il est prévu un second stade au-dessus de ce stade-là, sur un terrain du parc de la Rochette. Et là, en revanche, je me pose davantage de questions parce que on a vu ces dernières années quand même disparaître un certain nombre de stades pour des pratiques sportives de loisirs, amateurs, hors club. Je pense au stade du Colombier, je pense à une époque au stade du lycée Esclangon qui désormais est fermé, le City Stade de la Colette qui a disparu. Et là, à cet endroit-là, il reste encore un espace où on peut aller, où des jeunes peuvent aller jouer au ballon, par exemple librement, un dimanche après-midi. Ce stade-là, ce stade qui n'est pas un stade, mais cet espace-là, disons, il est prévu de le transformer en un stade pour le rugby. Est-ce que ce terrain-là restera ouvert aux pratiques de loisirs pour tout le monde, quoi? Parce qu'on parle beaucoup de pratiques ouvertes à tous, mais c'est vrai que moi, là, j'ai l'impression qu'on est encore en train de fermer finalement la pratique sportive et d'obliger les gens à aller en club pour avoir une pratique sportive. Après, j'ai encore d'autres questions, peut-être, donc j'enchaîne. Sur cette partie-là, il y a aussi une allée de pins, une allée de platanes. Qu'est-il prévu? Est-ce qu'il est prévu de les raser pour construire le stade? Voilà, je pose la question. Hein. Et enfin, juste, je déplore un petit peu, c'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de projet qui soit présenté en commission et que ce soit présenté directement, finalement, au conseil municipal, quoi. Alors, Renaud, tu poses la question du terrain au-dessus qui n'est pas à l'ordre du jour, puisqu'on est sur simplement les tribunes. C'est le projet qui pourrait venir après. Oui, il y a l'idée de faire un terrain de repli, alors qui sera fermé mais utilisé pour le monde, par un système qui sera un peu différent, parce que en fait, aujourd'hui, le terrain de rugby est très abîmé par les entraînements, et il faut qu'il puisse aussi s'entraîner. J'ai d'autres structures, et tu le sais très bien, qui auraient besoin d'avoir un endroit pour s'entraîner, donc c'est prévu pour ça. L'idée, elle est que ça soit polyvalent. Aujourd'hui, on a énormément de collèges privés ou publics qui vont sur la Rochette s'entraîner et on n'a pas assez de terrain, donc on a vraiment envie de transformer ce parc en une activité et scolaire et périscolaire, et tu as raison, pour les familles le week-end, mais rendons-le propre, parce qu'aujourd'hui, ce terrain du dessus, c'est, et je m'excuse du langage, mais c'est les cabinets des chiens de tout le côté. Donc il est clair que si on le ferme, on n'aura peut-être plus de chiens, mais on pourra avoir des gens qui rentrent dedans pour faire des activités sportives. On est bien d'accord. Donc si j'ai répondu à ta question, voilà l'idée.
Monsieur Lehen. Oui, ben ça va dans le sens de ce que dit Monsieur Ronde. Je vais juste compléter. Moi, je trouve dommage qu'effectivement, on ne nous ait pas présenté une vision d'ensemble et un plan d'ensemble là-dessus. Parce que c'est quand même un investissement important. Moi, je ne suis pas contre l'idée, évidemment, de ces vestiaires et de ces tribunes. Mais on est presque sur près d'1 million d'euros. Probablement que ce projet global, tel que vous le présentez, il va être de plusieurs millions d'euros à la sortie. Je connais pas les chiffres. Hein. Il faut avoir. Moi, je regrette simplement qu'on n'ait pas eu cette présentation d'ensemble, parce que là, on a l'impression qu'on nous présente petit bout par petit bout. Et il aurait été bien qu'on ait cette vision d'ensemble. Voilà, c'est tout la remarque que je voudrais faire. Et puis, je terminerai en disant, surtout sur le projet d'ensemble, est-ce que ce serait pas opportun, est-ce que vous avez prévu de solliciter les riverains puisque là aussi, je reviens sur votre projet de faire des réunions par quartier, ce qui est très bien, parce que je pense que les riverains, sur cette question-là, certains ont des inquiétudes ou des questions, tout du moins. Donc je pense que ce serait bien qu'il puisse y avoir un minimum de concertation. Voilà, donc oui à ce projet, mais quand même, il est d'un montant qui me semble élevé. Bon, bah, ça, c'est votre choix. Hein. Vous privilégiez les équipements sportifs dans un premier temps, c'est votre choix, ok, vous l'assumez. Moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres investissements plus sociaux, mais il vient peut-être dans un second temps. Hein. Je pense au centre social, par exemple. Ça viendra peut-être ultérieurement. Voilà, donc ma remarque, c'est comment vous allez faire. Quand est-ce que vous nous présenterez ce projet global et quelle concertation avec les riverains? Alors, je vais répondre à toutes vos questions, parce qu'il y en a plusieurs. Projet global, moi, je vous invite, et puis je vous inviterai à venir travailler. Alors, on est un peu dans l'urgence, parce qu'en fait, on veut arriver, on s'est positionné sur la Coupe du Monde de rugby de 2023, et justement, vous voyez qu'il y a une aide de la fédération, il y a une aide de l'ANS, et que si on veut avoir du financement de ces organismes, il faut qu'on soit rapide. Donc, la tribune... On n'a fait que reprendre l'idée que vous aviez avant, mais d'amener des vestiaires, parce qu'on ne pouvait pas recevoir quoi que ce soit, puisque les normes du sport sont en train de changer, et avoir des vestiaires comme ils étaient et tout, on ne pouvait plus. Il n'y avait pas de locaux pour l'antidopage, il n'y avait rien, ce qui nous pénalisait au niveau du club, mais pénalisait aussi au niveau du sport général. Ensuite, si on voulait faire du scolaire, ça devenait très compliqué. Les gamins ne pouvaient pas se changer comme ils voulaient, ils se changeaient d'or et tout. Donc tout ça a fait qu'on en discutait. Alors le global est tout compris, je ne vais pas vous dire, je vais dire une enveloppe. On va être peut-être autour d'1,3 million, 1,5 million, tout compris, même avec l'aménagement peut-être sur le côté pour les boulistes et d'autres choses, puisque à côté il y a le laser run qui pourrait utiliser sur les bords l'éclairage et sur le côté. L'idée est de faire un ensemble de choses. Pour répondre aux riverains, dans le travail qu'on a fait autour du stade, on a utilisé tous les gens qui utilisent le stade, et j'ai la chance, je suis riverain du terrain, donc je suis très à l'aise pour en parler, tous les gens. On en a discuté, et tous ont la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Et certains amènent leurs chiens, mais certains font attention, pas tous, et ils seraient très heureux d'avoir un parc où ce n'est pas des gamins qui viennent faire les calus avec leur petit moto, leur scooter et tout ce qui s'y passe. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir un vrai parc des sports, pour que des enfants et des familles puissent s'y faire plaisir, s'y amuser, et pas que ce soit des enfants en scooter ou même des voitures, puisque l'autre jour, il y avait une voiture au milieu. Donc l'idée, elle est là. Après, je reviens parce que j'avais oublié pour les arbres, il n'est pas question de toucher aux arbres. J'avais oublié. Monsieur Garnon, oui. J'ai bien entendu tout ce que vous dites. Moi, je relaye simplement une question à laquelle vous n'avez pas répondu de la part de Renaud Honde. Et pourquoi? Je comprends bien l'urgence sur les tribunes du rugby, là, c'est une explication qui est claire. Je ne comprends pas, par contre, pourquoi cet ensemble ne passe pas tout naturellement dans les commissions correspondantes pour examen global. Ça, sur la partie urgence, j'entends. Sur le reste, je ne comprends toujours pas. Monsieur Gardon, le dossier que l'on fait aujourd'hui, c'est pour la tribune de rugby. Sur l'aménagement futur, il va y avoir une commission urbanisme que M. Ismaël El Ouaghiri fera pour présenter les aménagements, parce qu'il y a plusieurs variantes possibles. Le stade d'entraînement, oui, c'est une volonté. Pour répondre à votre question, M. Lehen, on a été élu sur un programme, on va faire ce programme. La parole politique, c'est dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Je l'assume totalement, et notre équipe l'assume. Néanmoins, il peut y avoir des alternatives et des alternances possibles avec le ressenti des riverains, notamment ce qui nous a été demandé, c'est de faire des agrès sportifs sur le parc de la Rochette. On a pris en compte et on va essayer de le faire. Avec M. El Ouaghiri, nous nous sommes rendus sur place à la demande de
je ne veux pas cacher le nom, Serge Castaner, qui nous a demandé une visite de quartier sur site parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc là aussi, il y aura une question très probablement pour casser la vitesse de la descente de la Rochette et la pose de caméras sur les 2 lieux problématiques. On en avait déjà parlé au niveau notamment des déchets sauvages, et Madame Magnan, vous aviez répondu. Donc il faut prendre en compte la vie. Il y aura aussi une question d'aménagement devant la piscine de la Rochette, puisque dans 2 ans, ça ne sera plus une piscine. Donc là aussi, il y aura une concertation avec les habitants. Très probablement, ce que l'on s'est dit, comment on appelle ça, un appel à projet où les riverains et les habitants pourraient se positionner et proposer. On est ouvert à cette idée-là, parce qu'il n'y a pas d'objectif affiché sur la piscine de la Rochette. Donc il y a ce travail-là. Mais pour l'aménagement global, c'est plus tard. En revanche, pour la tribune, pour bénéficier des financements de la NDS de la région, et là, pour répondre à M. Lehen, oui, c'est 1,1 million, mais regardez le taux de cofinancement de la part des partenaires. Je crois qu'on est plutôt, si on arrive à cela, on sera pas mal en termes de sourcing. Madame Aubergeon. Alors, du coup, à contrario de ce qui vient d'être dit, s'il n'y aurait pas eu la Coupe du Monde 2023 de rugby, je suppose que ce projet n'aurait pas vu le jour, ou en tout cas ces travaux urgents n'auraient pas eu besoin d'être votés. Voilà, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut imaginer que vous aviez ce projet-là en dehors de tout événement sportif, comme pour le Tour de Provence d'ailleurs, tous les travaux qu'on vient de voir, c'est parce qu'il y a le Tour de Provence qui arrive le 18. Voilà. Est-ce que... Pas tout à fait. Pardon ? Pas tout à fait. Alors je vais vous répondre. Oui, je veux bien, merci. Oui, le projet, on l'avait, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, parce qu'il fallait à un moment donné, aujourd'hui, au niveau du stade de rugby ou du stade de la Pensonne, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je vais plus loin. On est devenu, et vous l'avez vu, on est label reconnu terre de jeu parce qu'on a essayé et qu'on s'est engagé aussi à améliorer nos installations sportives, et qu'aujourd'hui, les jeunes qui pratiquent du sport, et je parle du scolaire ou du loisir, font dans des installations qui datent de quelques années. C'est pas possible, il faut l'améliorer. Donc et là, je prends le contre-pied de ce que vous me demandez, c'est l'inverse, c'est l'opportunité qui nous permet de le financer beaucoup mieux. Et autrement, on l'aurait fait. Mais l'avantage qui est cette Coupe du Monde et qui est les Jeux Olympiques va nous permettre d'avoir plus de financement. L'ANS et la Fédération de rugby ne seraient pas venus s'il n'y avait pas la Coupe du Monde, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'on arrive à le financer qu'on a dit, et on y va vite, parce que si on n'y va pas, on n'est pas prêt en 2023. Le deuxième projet, c'est le terrain de repli, la Rochette et tout, où le financement sera moins facile à obtenir et il va falloir aller chercher d'autres choses parce qu'on n'a pas d'autres supports. Eh ben, on a un peu plus de temps pour le préparer. Donc voilà, donc on est à l'envers. C'est pas parce qu'il y a la Coupe du Monde, c'est parce qu'on voulait le faire et qu'on se sert de l'opportunité de la Coupe du Monde. C'est la réponse à l'envers. D'accord. C'est la même chose pour le Tour de Provence, c'est ça ? Alors le Tour de Provence, l'aménagement de la rue des Tilleuls aurait été obligatoire. Je veux dire, alors là, je vais prendre les 2 cyclistes qui sont présents, M. Lehen, M. Gardon. Vous n'allez pas m'opposer que ce boulevard des Tilleuls était une catastrophe en vélo et qu'aujourd'hui, il est quand même un peu mieux praticable. Donc ça en fait partir. L'opportunité du Tour nous a permis de refaire le boulevard des Tilleuls. D'accord. Et on a des financements là aussi, je suppose. On a trouvé et on cherche, parce que là aussi on était un peu dans l'urgence sur le Tour de Provence. Oui, bien sûr. Et en plus, on a trouvé du partenariat. Donc oui. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci. Je vous laisse lire les possibilités d'aide de la région, du département, de l'État, de l'ANS, de la Fédération. Et vous voyez que nous, la ville, sur le budget, nous sommes à 20% simplement pour l'instant. Donc, je vous demande s'il y a des questions encore. Autrement, je mettrai au vote cette proposition. Monsieur Girard. Monsieur Girard. Merci. C'est l'idée, hein, le maire l'a répété, ça sera une concertation et avec les gens du quartier, je vais même dire, c'est plus qu'un quartier, hein, c'est une zone résidentielle tout autour, et avec les gens du monde du sport, et je vais plus loin, avec les gens du monde du loisir et de la famille, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de familles le week-end là-haut.
Est-ce qu'il y a des gens contre? Monsieur le premier adjoint, au niveau de la NDS et de la Fédération française de rugby, je peux vous ajouter que M. Muselier s'est engagé pour les 200 000 euros de la région. Eh bien, voilà une Donc, bonne au moins, nouvelle. Vous aurez une bonne nouvelle. Et on sait que la Fédé et l'ANS nous supporteront aussi, et que j'ai rencontré le président du département et qui nous a dit qu'il nous suivrait. Donc on a bien avancé sur le dossier. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Merci. Délibération numéro 19, Monsieur Crouy. Bonsoir. Donc cette dernière délibération concerne un avenant au contrat enfance-jeunesse de la Caisse d'allocation familiale. Donc ce contrat de financement sera remplacé en 2023 par une convention territoriale globale. Et dans l'attente de ce déploiement, la CAF est dans l'impossibilité d'établir un nouveau contrat enfance-jeunesse avec la ville. Donc afin de maintenir son engagement financier, elle permet à la commune ainsi qu'aux autres communes de la DLVA dont le contrat enfance-jeunesse arrive à échéance, ou est arrivé à échéance plus exactement en décembre 2020, de s'adosser à une commune ayant un contrat enfance-jeunesse en cours, à savoir celui de Sainte-Tulle. Donc, cet avenant définit les modalités de versement de la prestation pour la période 2020-2022. Y a-t-il des questions par rapport à cet avenant? Monsieur Garnon. Et on nous a présenté en conseil communautaire la même délibération, donc sur le fond, j'ai rien à dire et c'est tout à fait convenable. Par contre, j'ai vraiment une question. Est-ce que toutes les structures associatives ou diverses qui bénéficient de ces fonds sont informées de cela? Parce que j'ai peur que ça crée un certain trouble pour ces structures qui ne sont pas forcément des administratifs aguerris et qui risquent fort de ne pas s'y retrouver dans ces méandres administratifs qui s'expliquent par ailleurs, mais pour des gens qui ont l'habitude. Oui, alors, normalement, la CAF a fait, normalement, toutes les structures qui étaient déjà financées par la CAF ont eu l'information. Alors, vous répondre que celles qui ne sont pas financées ne l'aient pas eu, c'est possible. Non, mais même celles qui, excusez-moi de vous couper, mais même celles qui sont financées, c'est pour ça que je pose la question, certaines n'ont pas eu l'information. C'est pas forcément grave, si ça ne change rien pour elles. Mais dans certains cas, c'est compliqué. Si, ça change, parce que les conventions sont finies et qu'il faut qu'ils se rattachent et qu'il faut le faire assez rapidement. Moi, ce que je vous propose, mais je le ferai, j'attraperai parce qu'on a la chance d'avoir Madame Garcia et de voir avec Madame Garcia, parce que faites-moi remonter ces structures-là, qu'on leur fasse passer l'information, parce que c'est quand même logique et puis c'est important, parce que ça touche notre jeunesse et qu'elle soit de n'importe quel endroit, c'est bien qu'elle soit aidée. D'autres questions? On peut donc passer au vote. Est-ce qu'il y a du contre? Des abstentions? Merci. Délibération suivante, donc la motion contre la délocalisation d'EDF Hydro-Méditerranée. Madame Sardella, pour lire la motion, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, pour rappel, en préambule du dernier conseil municipal, les salariés EDF avaient souhaité que nous présentions la motion que je vais lire à présent et à laquelle nous pourrons apporter notre vote à la fin. Alors, motion contre la délocalisation d'EDF Hydro-Méditerranée. EDF Hydro-Méditerranée est depuis plus de 50 ans le concepteur et l'exploitant des principaux aménagements hydroélectriques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sainte-Tulle a toujours été barycentre de l'aménagement de la Durance et de l'ancrage territorial de l'entreprise. Mais EDF Hydro-Méditerranée a décidé de se restructurer en regroupant dès l'été 2021 son siège d'unité de Marseille et les entités d'Aix-en-Provence et de Sainte-Tulle à proximité de la gare d'Aix-TGV. Cette restructuration aura pour conséquence directe une diminution d'emplois sur Marseille et Sainte-Tulle. Sur notre commune, dès 2021, cela entraînera une perte de 22 emplois directs. De plus, nous avons appris récemment que la même direction comptait délocaliser à Lyon le centre de conduite hydroélectrique, le CCH, de l'aménagement Durance-Verdon,
installé à Sainte-Tulle depuis 1981, dont 12 emplois. Ce CCH assure 24/24 la synchronisation des 18 centrales hydroélectriques, entraînant un transfert d'eau instantané de Serre-Ponçon vers l'étang de Berre. La souplesse de cet aménagement de renommée internationale permet d'injecter à tout instant l'équivalent de 2 tranches de centrales nucléaires en quelques minutes et donc de sécuriser le système électrique de PACA et européen. Ce CCH joue aussi un rôle primordial lors du passage de crues pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Ces aménagements multi-usages, hydroélectricité, eau potable, irrigation, tourisme, génèrent des retombées économiques importantes pour le territoire et sont une source d'emplois locaux, directs comme indirects. Le CCH a toujours été considéré comme la vitrine EDF hydraulique en Méditerranée et il attire de nombreux visiteurs sur notre territoire. Depuis cette tour de contrôle, les exploitants ont à l'esprit les obligations relatives au multi-usage de l'eau, fourniture d'eau pour l'agriculture, respect des codes de lac pour le tourisme ou encore délivrance d'eau potable. Et ils se conforment aux différents besoins de cette ressource précieuse. Nous sommes conscients qu'EDF a engagé un programme de modernisation de conduite à distance de ces centrales, mais nous considérons qu'elles doivent être non seulement exploitées, mais aussi conduites en proximité. Nous ne pouvons penser que gérer la Durance, la Capricieuse et le Verdon depuis Lyon soit pertinent ni garant de la sûreté hydraulique. Ces 2 fermetures d'aménagement sont certes le choix d'une entreprise qui souhaite mutualiser ses ressources, mais elles marquent aussi son désengagement auprès des communes rurales au profit de grandes agglomérations. À l'heure où le gouvernement vante la réinternalisation d'activités, il est plus que paradoxal qu'une entreprise qui lui appartient encore à 88% fasse de tels choix. Pour la région, la perte est sévère, 34 emplois directs et donc 34 familles, sans compter les emplois indirects, qui vont progressivement quitter notre commune à partir de 2021. Autre aspect important, la tempête Alex a démontré la nécessité de disposer de ressources locales compétentes afin d'anticiper les crues. Nous proposons au conseil municipal de la ville de Manosque de s'opposer fermement à ces nouvelles délocalisations vers les grandes agglomérations, au détriment de territoires ruraux, et sollicitons le soutien de l'ensemble des élus départementaux et alpins pour intervenir auprès d'EDF afin de conserver sur notre territoire l'exploitation et la valorisation de notre ressource en eau. À cette fin, nous demandons que Monsieur le maire fasse parvenir cette motion à tous les élus départementaux et alpins, DLVA, conseil départemental, députés et sénateurs. Merci Madame Sardella. Avant de donner la parole aux différentes personnalités des groupes d'opposition ou de la majorité, ceux qui souhaiteraient s'exprimer. Comme j'aime bien avoir une information complète et objective, j'ai appelé avant les vacances de Noël le directeur d'EDF, responsable donc du site hydro de Sainte-Tulle, et donc il m'a fait un constat un peu différent de ce qui nous a été donné dans cette motion par la CGT. Je vais juste vous en lire quelques lignes. Donc sur les 95 salariés aujourd'hui que regroupe EDF Hydro de Sainte-Tulle, 60 sont en charge de l'exploitation et de la maintenance des installations de la Durance. Donc sur ces 60 salariés, il n'y a aucun impact dans le cadre de la réorganisation de ce travail. Les 25 salariés rattachés à l'état-major pourront soit déménager à Aix-en-Provence, évidemment nous sommes d'accord qu'il serait plus intéressant qu'ils restent, et le directeur s'est engagé en effet à ce que le télétravail soit possible 3 jours par semaine sur 5, donc ça veut dire que ces personnels seront et pourront rester dans leur famille, puisque je ne crois pas que le bassin manosquin soit si éloigné de la ville d'Aix, puisqu'en fait il y avait jusqu'à présent 3 états-majors, un à Sainte-Tulle, un à Aix et un à Marseille, et il regroupe les 3 états-majors sur la ville d'Aix-en-Provence. Enfin, 10 salariés en charge de la téléconduite seront concernés à horizon 2022-2025 par la centralisation à Lyon d'un pôle national. Donc on est loin des 34 familles, des 95 agents qui partiraient sur Lyon. Je pense que c'était important que tout un chacun, avant que nous nous positionnons chacun individuellement, et je dis bien à dire au niveau de ma majorité que chacun est libre pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'unité municipale à avoir sur une question nationale, et notre motion n'aura aucune valeur et ni aucun fondement juridique. Néanmoins, je pense, comme vous nous l'avez rappelé, Madame Lauvergeon, que le conseil municipal est un espace démocratique où chacun peut s'exprimer, et je vous donne la parole à cette occasion-là. Voilà. Madame Guillaume-Covin.
Les salariés du secteur de l'énergie nous interpellent sur les restructurations en cours dans ce secteur, avec des délocalisations vers les grandes agglomérations, au détriment des territoires ruraux et les conséquences locales, notamment sur l'emploi. Tout ceci est le résultat d'une politique libérale trentenaire qui a livré l'énergie au marché, dérégulée, déréglementée et privatisée, avec pour aboutissement l'explosion du prix pour les usagers, devenus des clients, et la dégradation des conditions de travail pour les salariés, devenue une variable d'ajustement. Et que dire de l'urgence climatique qui exige une forte maîtrise publique via une planification et des investissements massifs de long terme incompatibles avec le marché. Ce processus de libéralisation, engagé depuis 1996, a abouti au dépeçage de l'entreprise publique GDF, devenue Engie, et se poursuit aujourd'hui dans un non-sens total avec le projet gouvernemental Hercule, qui envisage de démembrer cette fois-ci EDF, détenue à 88% par l'État, en 3 entités, la première bleue, rassemblant le nucléaire et le thermique, la deuxième azur, comprenant les barrages hydroélectriques, la troisième verte, avec toutes les énergies renouvelables et les réseaux de distribution. Ce fleuron industriel, constitué par les entreprises publiques EDF et GDF, a largement fait ses preuves grâce à sa conception intégrée de la production à la commercialisation, en passant par le transport et la distribution. Il a construit l'indépendance énergétique de notre pays. Il a pu garantir le même accès à l'énergie pour tous et partout sur notre territoire, à un tarif réglementé, aujourd'hui encore un des plus bas d'Europe. Sous couvert de suivre les recommandations de la Commission européenne et malgré les nombreuses oppositions à ce projet, le gouvernement a décidé de faire exploser l'entreprise et d'en organiser le dépeçage pièce par pièce. Le seul objectif est de livrer de façon spécifique chaque secteur au marché pour mettre la production d'électricité au service de la finance. Et les conséquences pour les usagers sont largement prévisibles: hausse des tarifs, disparité de prix entre les territoires, interventions payantes et délais plus longs, fermeture d'agences locales avec perte d'emploi, risque de coupure électrique. L'énergie est un bien commun qui ne doit pas être livré aux intérêts privés. Elle doit pouvoir être soumise au contrôle démocratique via un grand pôle public national afin de servir l'intérêt général et répondre ainsi aux besoins quotidiens des populations. Les enjeux sont multiples: veiller à la sécurité d'approvisionnement via une politique sérieuse de recherche tenant compte du mix énergétique actuel et à venir, œuvrer à l'indépendance énergétique et à la souveraineté nationale, garantir l'accès à l'énergie ainsi que son coût, construire les nécessaires coopérations européennes et internationales, lutter contre le réchauffement climatique, car il y a urgence. Pour ma part, je soutiens les salariés du secteur de l'énergie et leurs organisations syndicales qui, dans leur lutte, défendent les intérêts du plus grand nombre. Leur combat, loin d'être une démarche corporatiste, s'inscrit dans le projet d'une société répondant aux besoins de tous. Mais indépendamment de ce projet, la motion qui nous est proposée est centrée sur les conséquences locales des restructurations en cours. Elle devrait donc pouvoir rassembler, au-delà de tout clivage politique, l'ensemble du conseil municipal. Et c'est ce vœu que je formule en ce début d'année. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet? Monsieur Garnon. Oui, moi je vais être très court. Je soutiens cette motion pour une raison simple. Je suis tout à fait opposé à la métropolisation et à ses conséquences multiples. Il y a hélas pas qu'EDF, il y a plusieurs entreprises qui ont quitté notre territoire pour aller à Aix-en-Provence, pour aller à Marseille, pour aller ailleurs. EDF comme le reste. Et donc c'est dans cet esprit-là et dans l'esprit de conserver à nos territoires ruraux la maîtrise de leurs ressources, parce que l'hydroélectrique est une ressource de notre territoire, que je soutiens cette motion. Pour le reste, le débat
mérite d'être prolongé. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Monsieur Derbès et Monsieur Lehen après. Oui, Monsieur le maire, je tiens, en tant que président du canal Abriane, à aujourd'hui inviter tout le conseil municipal à s'opposer avec vigueur à ce projet d'EDF et à soutenir cette motion. Comme Monsieur Garnon, j'estime que nous devons préserver nos ressources et contrôler aussi les entreprises qui les exploitent. Et je tiens à dire personnellement, du fait de mes relations avec EDF, que cette délocalisation serait vraiment très problématique pour nous. Nous perdrons les interlocuteurs. Cette distanciation crée aussi des manques de communication qui pourraient être très pénibles pour nous dans notre travail au quotidien. Je pense que, alors que nous venons de voter une taxe GEMAPI qui va encore alourdir la pression fiscale sur nos concitoyens, je trouve déplorable qu'une entreprise qui bénéficie aussi de nos ressources et qui aussi est aussi en lien direct avec l'exploitation de nos ressources soit dans cet objectif-là. Monsieur Lehen. Compléter, je vais dans le sens de ce qui a déjà été dit. Je crois qu'on ne peut que s'inquiéter que les centres de décision, parce qu'effectivement, c'est l'équipe de direction, j'ai bien compris, quittent nos territoires et se concentrent alors à Aix, Marseille ou Lyon. Et c'est ça qui est regrettable. On voit bien qu'il y a une histoire, ça a été rappelé dans la motion, même si je ne suis pas tout à fait en phase avec le syndicat qui nous la propose, soyons clairs. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'EDF se désengage progressivement de notre territoire. L'histoire de Sainte-Tulle et de son école des métiers en est un bon exemple. Donc, je crois qu'il faut faire savoir qu'on n'est pas d'accord à ce que les centres des décisions quittent nos territoires, quoi. Et nous, on n'aura plus demain qu'effectivement, il reste 60 salariés, si j'ai bien compris, ou 50, ou 60. Mais ce qui est regrettable, c'est les interlocuteurs et les centres de décision. Ça part dans les métropoles, et ça, je le regrette. Monsieur Antic. Oui, merci Monsieur le maire. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit sur la problématique des centres de décision, des choses qui nous échappent et effectivement des décisions qui sont prises loin du terrain pour les problèmes de rentabilité. Moi, je voudrais peut-être aborder, mais rapidement, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez abordé, c'est-à-dire la souveraineté énergétique. Il y a, c'est-à-dire la souveraineté européenne, nationale, mais surtout nationale, énergétique. Il y a quelques jours, le ministre de l'économie s'est opposé à une OPA, un rachat d'un grand groupe d'agroalimentaire par l'État au nom de la souveraineté alimentaire. C'est une notion que nous avons tous découvert avec bonheur ou pas bonheur, je n'en sais rien. Je ne suis pas économiste. Donc moi je voterai cette motion. Je suis loin aussi idéologiquement du syndicat qui la présente, mais je suis pour une certaine, de manière beaucoup plus globale, pour une certaine souveraineté, et j'estime que la souveraineté énergétique vaut largement la souveraineté alimentaire, si chère à Monsieur Bruno Le Maire, voilà, qui a par ailleurs d'autres qualités. C'est la raison pour laquelle je voterai pour cette motion. Madame Lauvergeon. À la limite, levez tous le doigt, ceux qui veulent prendre la parole. Moi, on saura combien il reste de prise de parole. Madame Lauvergeon, personne d'autre. Oui, alors je partage les remarques de tout le monde. Simplement, je voulais juste rajouter un petit point, un point de vue politique de la chose, parce que c'est vrai que tout le monde se sent un peu obligé de dire j'ai pas d'affinité avec les syndicats, etc. Je comprends, les syndicats sont là pour défendre les intérêts. Ou pas avec celui-là, Madame Lauvergeon. Celui-là ou un autre, peu importe. Il y a des gens qui sont pas pro-syndicats. Enfin, je veux dire, chacun pense ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a la défense des intérêts immédiats des salariés, et c'est l'objet des syndicats. Puis il y a la politique. Simplement, tout ce que je voulais rajouter à vos remarques, c'est que c'est un problème que l'on va rencontrer de plus en plus. C'est un problème qui est lié à la privatisation de nos secteurs publics et des services publics en général. Tant qu'on laissera
privatiser nos services publics. C'est des problèmes qui vont se confronter à nous au niveau de nos territoires. Et on va devoir batailler, et on devra batailler fort. Et je pense qu'effectivement, comme tout le monde l'a dit, je pense qu'il faut se serrer la main dans ces cas-là, parce que la bataille va être rude. Monsieur Chuisano, micro, s'il vous plaît. Oui, mais bonsoir à tous. Donc moi, puisque vous êtes intervenu un peu sur le côté politique, bon, il y a l'aspect défense des territoires, et là je fais entièrement confiance aux élus pour représenter notre département, notre ville, pour faire le maximum pour maintenir de l'emploi et de l'activité. Concernant la politique, je n'ai pas d'affinité non plus particulière pour ce syndicat ni pour d'autres sur d'autres sujets, mais je crois qu'il ne faut pas non plus accabler la direction d'EDF. C'est un projet global imposé par Bruxelles. Il faut être clair, c'est Bruxelles qui impose ce projet. Depuis des années, on a fait vendre l'énergie à des prix réduits pour ouvrir la concurrence. Et donc la privatisation des services publics, elle va arriver dans tous les domaines. Donc il ne faut pas se limiter au département, à la région. Il faut faire remonter les informations en disant la souveraineté. Bon, ceux qui me connaissent un petit peu de mon engagement, je suis à 100% pour la souveraineté dans beaucoup de domaines. On a découvert à l'occasion de la crise du Covid, même les syndicats se sont aperçus qu'on n'était plus autonome pour fabriquer des masques et des produits et des matériels d'hospitaliers. Donc il ne faut pas se voiler la face. Au bout d'un moment, il faut appuyer où ça fait mal, et puis sur tout le monde, sur les syndicats, sur les responsables politiques qui nous ont amenés dans cette situation depuis 20 ou 30 ans. Voilà, c'est tout. Et je voterai quand même la motion pour que M. le maire puisse la défendre. Madame Lauvergeon. Je peux juste réagir, s'il vous plaît. Juste réagir, c'est pas que la faute des politiques, là. L'État reste majoritaire à EDF. Donc il a un pouvoir de décision qui est quand même... qui pèse. C'est pas que les politiques, c'est aussi les entreprises privées, les actionnaires qui sont derrière ces décisions-là. C'est des choses qu'on n'aurait pas vues à l'époque quand c'était totalement public, 100% public. C'est des problématiques qu'on ne rencontrait pas, ce genre de problématiques-là, territoriales, qui n'existaient pas quand ce n'était pas privatisé, quand une partie du capital n'était pas privatisée. Voilà, c'est tout ce que... Mais c'est bien politique, puisque 88% des actions sont l'État, et à ma connaissance, ceux qui gèrent l'État aujourd'hui... Ce que je veux dire, c'est que quand c'est que politique, ça ne se passe pas. Voilà. Quand le capital est privatisé, il y a ce genre de problème. Si ça reste dans le domaine public, on ne rencontre pas ce genre de problème-là. Je vous propose que l'on passe... Je vous propose que l'on passe au vote de la motion pour préserver le choix de chacun. Je m'abstiendrai en tant que chef de l'exécutif sur cette question-là, et je laisse donc prendre part au vote l'ensemble des conseillers. Donc, qui est contre cette motion ? Qui s'abstient sur cette motion ? À l'unanimité, sur la motion présentée au conseil municipal, qui, je le rappelle, n'a aucun fondement juridique auprès de qui que ce soit, mais nous transmettrons bien évidemment le résultat de ce vote au syndicat qui nous a présenté. Monsieur Dervès, oui. Si vous le souhaitez, dans le cadre de vos missions en tant que président du Canal à Brianne et en tant que vice-président à la DLVA, je vous invite à le faire. Juste en termes d'information, avant de clôturer ce conseil, sur le mois de février, nous avons le DOB. Au mois de mars, nous avons le vote du budget, et au mois d'avril, il y aura les premiers échanges sur le PADD du PLU. Donc cela va être 3 conseils municipaux longs. Moi, je vous propose, si vous le souhaitez, est-ce que vous voulez que l'on avance de 30 minutes le conseil municipal et le faire passer à 17h30 pour permettre des échanges, ou vous souhaitez conserver ce même horaire? Je vous soumets la question parce qu'il risque d'être long, ces conseils municipaux. Bon. On garde l'heure celle-ci, c'est bon pour tout le monde? Alors on gardera 18h pour les conseils municipaux de février, mars et avril. Merci à vous, bonne soirée.